sont engagés dans cette aventure, donc Maurice Bougassi, Pierre Balasserie, avec lesquels nous avons eu l'idée d'organiser ce colloque, Valérie, Yael, tous ceux qui ont participé, les étudiants de Yakov qui participent également à l'organisation. Je voulais présenter les excuses de Jean-Michel Nouvès, le président de l'université, qui co-dirige avec moi l'atelier qui abrite Jacob. Bon, il est débordé comme toujours, et donc vous avez remarqué que nous n'avons pas un horaire extrêmement strict, donc il a eu du mal à venir, mais il a toujours soutenu ses recherches. Et Daniel Lacroix, le président de l'ex-conseil scientifique, aujourd'hui conseil de la recherche, qui évidemment a soutenu ces activités. À l'université du Mirail, vous allez le découvrir dans le colloque, parce que nous allons un peu présenter les recherches qui, depuis des dizaines d'années, se sont développées au Mirail. L'histoire des Juifs et l'histoire des diasporas ont été développées. Certains membres du public ont même l'habitude de venir à nos séminaires, et vous êtes tous conviés à vous déplacer jusqu'au bout de la ville. Je voulais également très vivement remercier tous les intervenants, ceux qui sont déjà là et ceux qui sont en train d'arriver par les divers moyens de locomotion, et même ceux qui seront avec nous par Skype, vu la complication de trouver des dates qui nous réunissent tous, parce qu'ils ont répondu à mes suggestions terribles. J'ai pratiquement imposé le sujet à beaucoup d'entre eux pour les faire parler de l'histoire des Juifs et de l'histoire des Juifs à Toulouse et dans l'idée de la France. Donc voilà, merci à tous, et merci à la CIT Hebraïca de permettre ce qui, j'espère, durera d'un dialogue fructueux et sur la longue durée, 1000 ans peut-être, essayer. Donc je vais d'abord essayer d'introduire ce propos en vous proposant une réflexion sur histoire et mémoire, mémoire des Juifs et histoire des Juifs, mais également vous montrer comment nous avons pu passer des études juives à l'histoire des Juifs. En tout cas, c'est ce que nous défendons dans le groupe Yakov, ce qui signifie de Juifs à chrétiens à l'origine des valeurs. On l'année de la commémoration du bicentenaire de la communauté juive de Toulouse se clôt avec ce colloque international très légèrement décalé dans le temps, mais quelques jours, ce n'est rien sur le millénaire, qui est organisé en partenariat entre l'université et la CIT, et qui est soutenu financièrement par la CIT Hebraïca, le Fonds social juif unifié, l'UFR d'histoire, d'art et d'archéologie, le conseil de la recherche de l'université et le laboratoire Framespa, qui évidemment participe. 1813. Il s'agissait de rappeler d'abord la reconnaissance officielle d'une communauté organisée, qui est née de l'émancipation obtenue le 27 septembre 1791, qui a achevé le travail de l'Assemblée constituante, donc de notre République d'une certaine façon. Fait remarquable, cette extension à tous les Juifs, ce que l'on disait portugais, mais aussi les Juifs alsaciens, de la reconnaissance de l'égalité entre membres des diverses religions, a été liée à la remise de documents qui permettaient la liquidation des dettes des débiteurs chrétiens, qui se plaignaient bien entendu de l'usure juive. C'est un lieu commun, au moins dans les districts de l'Est. Que cette décision n'ait pas d'effet pratique, cela n'a aucune importance. Les expulsions ont poussé à l'exil des Juifs des royaumes d'Occident médiéval en arguant des ravages des usures juives. On retrouve ce lieu commun dans les cahiers de doléances. Et ce poncif a été d'un grand poids dans l'histoire des Juifs. Nous devons donc souligner avec force combien sur la longue durée, l'accession à la pleine citoyenneté est liée à l'affirmation de la diversité sociale, professionnelle des Juifs dans la société politique qui s'ouvre pleinement à eux, dès le Moyen-Âge et à nouveau avec la période qui suit la Révolution française, avec la période contemporaine. Cela va de pair avec ce que les hommes du Moyen-Âge nomment un négocium, qui est le résultat d'un dialogue qui conduit au compromis
dans le sens juridique du terme, à l'accord, à la garantie de la paix sociale, ainsi à l'organisation d'une communauté, l'association israélite, comme on dit à la période contemporaine, répond symétriquement la nécessité de se mettre à la norme commune et de s'ouvrir à la chose publique, à la res publica. Par exemple, en 1808, lorsque Menahem Pouget, grand-père de Bernard Lazare, ou Léa Nathan, grand-mère du poète symboliste Ephraim Michael, avec les 87 familles toulousaines, déclare un prénom et un nom. La religion, et donc la loi juive, pouvait sembler un obstacle. En 1806 et 1807, les travaux du Conseil d'État de l'Assemblée ou synagogue des Juifs avaient reçu de Napoléon pénétré des vieux topoïs sur les usures et sur l'aspect pernicieux du Talmud, l'ordre de répondre à des questions essentielles pour se dire français. Et c'est toujours d'actualité finalement, même si c'est appliqué à d'autres communautés. Sur le mariage, y a-t-il polygamie? Le divorce est-il permis? Le sentiment d'appartenance à la patrie française, l'obéissance à la loi française. Ces supposés problèmes, toujours d'actualité, obéissent eux aussi à une formulation qui a duré du Moyen-Âge central, je dirais jusqu'à l'affaire Dreyfus. Enfin, là, peut-être que Colette Iniki ou Chantal Benayoun me corrigerait, puisque je ne suis qu'une pauvre médiéviste, dont je ne préjuge pas de la date terminale. Le 20 décembre 1812, les Juifs toulousains, colporteurs aux marchands venus d'Avignon, d'Alsace, d'Allemagne, élisent des représentants de la communauté israélite de Toulouse. Les Alvarez, les Lyon, les Moïse, Cerf, Veil, Saint-Paul, Astruc, Lévy, Bloch, Puget, Carcassonne, Marcus, vous notez déjà l'anthroponymie extrêmement diverse, hein, qui montre quelles sont les origines très anciennes. Donc tous ces gens-là choisissent Sorano, président, Rouget jeune, secrétaire, Foy jeune, scrutateur, David de Saint-Paul qui devient le commissaire surveillant pour les Israélites de Toulouse, Isaac Lyon et Louis Moïse, administrateur. Monsieur Cohen est rabbin provisoire pour les mariages. La communauté est pourvue de statuts. Pourquoi commémorer ce 20 décembre 1813 par un colloque d'historiographie qui met l'accent sur les plus anciennes traces de l'histoire des Juifs de Toulouse? L'intérêt pour son histoire d'une communauté à la vie culturelle riche et diversifiée permet à ses membres, alors soit des béotiens, soit des érudits ou des universitaires, d'approfondir leurs connaissances sur le passé. Des sociologues, des historiens, des linguistes de l'Université de Toulouse souhaitent diffuser leurs recherches devant un large public. La ville, la communauté juive, ceux qui étudient cette histoire ont besoin de dialoguer. Sans nier l'attrait pour l'autocélébration, ou celui pour la nouveauté, puisque vous verrez que vous allez découvrir des recherches toutes fraîches, tellement fraîches que la peinture n'a pas encore séché, hein. Malgré cet attrait pour la nouveauté, vous verrez qu'il y a une raison plus essentielle qui préside à ce choix. Ce 20 décembre 1813 n'est pas seulement le résultat de l'histoire de l'émancipation, de la révolution de l'Empire. Il n'ouvre pas seulement une ère nouvelle avec la période contemporaine, il s'ancre dans une histoire millénaire. Et vous remarquerez que vous aurez peu de communication sur l'histoire contemporaine, ce qui est assez rare. Et les événements de cette histoire millénaire nous permettent de réfléchir à notre histoire actuelle. Parce que l'écriture et la mémoire qui ont marqué la structure et les cadres d'expression de cette histoire des Juifs sont facilités par une plongée dans le passé lointain. Nous pourrons ainsi produire une véritable histoire des Juifs de Toulouse et du Toulousain, dont bien des pans restent à découvrir. Cependant, Toulouse, plus largement le sud-ouest de la France, pourrait apparaître comme marginaux, voire inexistants. C'est quand même une difficulté de faire ce colloque, parce que finalement, peu de gens, en apparence, étaient spécialistes de Toulouse et que nous avons peu de sources sur la longue durée. Avouons que les ouvrages généraux à notre disposition citent au mieux Toulouse de manière anecdotique et que les ouvrages spécifiques sur Toulouse, peu nombreux par rapport à la Provence voisine, doivent articuler les grandes lignes de l'histoire de France avec quelques mentions locales plus ou moins indigentes, au moins pour les périodes médiévales, modernes et même le début de la contemporaine. Alors, il n'y aurait pas de passé pour les Juifs de Toulouse, du moins pas d'histoire locale à proprement parler. Au tout début de l'histoire des Juifs en Occident, Toulouse reste géographiquement et culturellement à l'écart du riche passé de cette provincia, la provincia
juive, ce n'est pas le même sens qu'en français, c'est le Languedoc et la Provence, ou même de séfarade, c'est-à-dire l'Espagne. Éclipsé par les écoles de Narbonne, où brillent au Xe et au XIIe siècle les lumières de la Torah, comme le rapporte le voyageur Benjamin de Tudel, vers 1173. Silencieuse lors de la croisade contre les Albigeois, à la différence de la communauté des Juifs de Béziers, qui ont gravé dans la pierre la mémoire des enfants d'Israël, qui construisent une synagogue ou leur regret lorsqu'ils sont exilés à Olot. Loin d'être une ville attractive, une ville neuve de marchands comme Montpellier ou Perpignan, un centre d'études réputé comme l'UNEL. Pour Toulouse, seulement quelques témoignages ponctuels qui mettent essentiellement en valeur les malheurs qui touchèrent les Juifs de Toulouse, la polémique anti-juive, les disputes dès le IXe siècle, les violences, la première croisade. Toulouse reste dans la tradition des chroniques hébraïques l'exemple de la destruction et de l'apostasie. Ainsi nous dit Salomon Ibn Verga, après une citation de Gersonide, talmudiste et philosophe du XIVe siècle, l'an 5046 de la création s'élevant un roi cruel au Néphili, c'est 1306, le compute chrétien, il chassa tous les juifs de son royaume, la communauté de Toulouse apostasia tout entière. Le seul texte détaillé concerne donc la conversion du juif allemand Baru, connu grâce à l'interrogatoire d'inquisition conduit par l'évêque de Pamiers, Jacques Fournier, en 1320, copié dans son fameux registre d'inquisition. Après l'expulsion de 1393, il faut attendre les expulsions d'Espagne, le développement du maranisme, pour retrouver des traces des juifs convertis qui ont choisi l'exil et choisi de revenir à leur religion d'origine discrètement. Mais à Toulouse, rien de comparable avec la documentation de Saint-Esprit l'Espagnol, étudiée par Arnousin, qui nous offre la résurrection d'une communauté juive organisée secrètement, puis sans se cacher visiblement. Pas de document semblable à ceux qui jettent la lumière sur la Seine et les chaussées d'Auge. Je ne parle pas naturellement de la nation juive de Bordeaux. Dans l'histoire des Juifs de la France, Simon Schwarzfuchs, parlant des Portugais, affirme qu'il n'y eut sans doute jamais de communauté proprement dite à Toulouse. Pouvons-nous suivre une autre voie ou devons-nous persister dans une approche pointilliste et lacrymale de l'histoire des Juifs de Toulouse? De fait, si entreprendre ce travail sur la longue durée reste une tâche ingrate, délicate, sauf à reproduire le discours des chroniques, organiser ce colloque vise à défendre une thèse différente. À Toulouse, la communauté universitaire des historiens et des sociologues, Chantal nous en parlera, a en effet manifesté un volontarisme et un dynamisme d'autant plus remarquables qu'il ne pouvait s'appuyer sur un passé évidemment glorieux ou sur des sources locales faciles à étudier. Toutefois, comme bien d'autres types de difficultés, les lacunes documentaires, pour peu qu'elles ne soient pas absolues, conduisent à faire preuve d'une certaine astuce. Et c'est ce que vous entendrez aujourd'hui et demain avec de nombreuses communications. Cette nécessité émerge d'une réflexion historiographique, d'abord imposée puis revendiquée. Elle conduit à mieux contextualiser les documents, c'est-à-dire à ne pas les prendre pour argent comptant, à s'interroger sur leur validité, sur leur sens. Pour peu que l'on ne se contente pas d'appliquer à Toulouse ce que l'on a pu lire au sujet d'autres villes, une autre histoire locale peut apporter beaucoup à l'histoire générale, celle des villes françaises et celle des Juifs de la diaspora européenne. Nous allons donc aller plus avant, chercher dans les divers corpus documentaires disponibles, susciter de nouvelles explorations et parler d'histoire locale. Géographiquement bornée, l'histoire locale n'est pas pour cela un récit étroitement circonscrit à un petit monde. Les initiatives toulousaines depuis la création de l'équipe Diaspora en témoignent. La réflexion s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large et aborde des problèmes généraux selon des modes plus ou moins spécifiquement autochtones. En outre, cette historiographie, histoire de l'histoire, s'inscrit dans le paysage local. Durant certaines années, l'université accueillait un public hétérogène et était de fait ouverte à la ville entière. Les efforts actuels pour l'intégrer à son quartier doivent redoubler pour que la distance entre le centre et le mirail ne paraisse à personne trop importante. Enfin, ce que les chercheurs présentent ne possède pas les caractères stabilisés, voire fossilisés d'un passé mort qui appartiendrait à une catégorie particulière. Nous ne parlons pas des ancêtres directs de certains d'entre nous, nous ne parlons pas non plus d'étrangers qui passèrent à Toulouse. Nous parlons d'habitants qui étaient partie prenante de la vie. Ce passé est celui de leurs descendants, de la communauté juive, de la communauté toulousaine dans son ensemble. Et les habitants d'aujourd'hui peuvent ou non se l'approprier et la revendiquer. L'histoire des Juifs est histoire juive, histoire des Juifs et des chrétiens, histoire tout court.
l'histoire de tout le monde. Elle n'est ni communautaire ni marginale. Les chercheurs du groupe Jacob ont d'ailleurs beaucoup travaillé avec un certain militantisme dans ce sens. L'occasion du bicentenaire toulousain, le choix de l'historiographie, l'histoire de l'histoire, ouvre donc des perspectives larges, bien au-delà de notre prétention à écrire une page d'histoire de Toulouse, malgré le faible nombre de documents conservés. Ce colloque pourrait contribuer à élargir les horizons de notre mémoire. La mémoire, on le sait, une vie socialement utile. Elle sert à recoudre bien des déchirures. Elle favorise l'oubli, contribue à la résilience, fabrique un mythe des origines, un récit approuvé, consommé collectivement. Elle a de multiples facettes. L'enjeu est ici communautaire, urbain et citoyen, autant qu'intellectuel, on l'a dit tout à l'heure. L'historiographie suscite une distance réflexive. Elle ouvre la voie à une réflexion épistémologique, je veux dire qu'elle permet de remettre sur le métier la question du « que s'est-il passé réellement ?» Comment puis-je comprendre vraiment la vie des hommes de cette époque? En quoi sont-ils infiniment proches de moi et infiniment étrangers? Comment je dois répondre à l'empathie que je ressens envers eux, l'utiliser pour mieux exhumer leur vie, mais m'en méfier également, pour éviter les erreurs d'interprétation? Pour mieux expliquer ce point, je ferai suivre cette présentation de notre colloque de quelques remarques au sujet de la mémoire toulousaine et de l'histoire des Juifs de Toulouse. Mémoire. Nous l'avons déjà évoqué, plus encore que d'autres mémoires, la mémoire juive et la mémoire des Juifs de Toulouse et à Toulouse ne va pas de soi. Elle est propriété de conservation de certaines informations, la mémoire. Or, la limite de profondeur que subit la mémoire individuelle, 3 générations tout au plus, et les malheurs qui ont heurté, plus que bien d'autres, la transmission du passé juif, structurent cette mémoire sur des bases qui ne peuvent être généalogiques, même de façon mythique, qui n'ont pas d'assises documentaires conservées volontairement dans ce but. Vous verrez que nous allons vous présenter des sources qui ont subsisté un petit peu par hasard. Sauf pour les périodes très récentes. Les expulsions, les migrations ont modulé une mémoire sur un socle culturel qui risque de bâtir la mémoire contre l'histoire. En particulier parce qu'elle s'appuie sur une forme de négation des changements qui forment l'histoire et met en scène des événements traumatiques sur le mode d'un présent réitératif qui font de l'histoire un long présent de malheur après un passé glorieux et un futur espéré. Le passé de l'Antiquité des Juifs et le futur messianique. Le récit mémorial se coule dans la forme des livres du Pentateuque et se récite en litanie lacrymale, qui ôte toute spécificité à chaque violence anti-juive ou antisémite. Le temps culturel, pour sa part, gomme nécessairement et naturellement l'évolution culturelle de la vie juive, tant en Eretz Israël qu'en diaspora. Ainsi, le temps cyclique met en suspens indéfiniment le temps eschatologique. Cette mémoire passe par l'étude, les livres, les chroniques en particulier, ou les livres de voyage que tout le monde connaît plus ou moins. Vous connaissez tous plus ou moins Benjamin de Tudel, au moins par lui dire. Elle s'appuie naturellement sur le droit et sur la connaissance des commentaires talmudiques, très marqués par le mode d'étude médiéval. Elle s'appuie également sur le folklore. La nature de la mémoire n'a rien de spécifiquement juif, cependant. Cependant, dans le cas juif, les problèmes créés par la nécessaire rencontre entre mémoire et histoire sont un peu particuliers. Cela rend délicate la pratique de l'histoire des Juifs, aussi bien au sein de la communauté que dans la société tout entière, aussi bien pour les Juifs que pour les non-Juifs. Et comment structurer cette mémoire? Cette mémoire toulousaine où la présence juive a été profondément renouvelée après la guerre d'Algérie. Comment poser les questions, donner des réponses à travers les épisodes que le travail mémoriel récent a mis en valeur? Quelle vie imaginer pour des Juifs médiévaux soumis au rituel infamant du soufflet? Que dire d'une communauté qui apostasia tout entière, je cite Ibn Verga en 1306. Toulouse est rayée du livre de la mémoire. Pas de liste de sages, pas de liste de martyrs à commémorer. Si Baruch l'Allemand, toulousain de 1320, ses fils ou petits-enfants sont passés comme d'autres Toulousains du XIVe siècle de l'autre côté des Pyrénées, vers la Catalogne ou la Navarre, ça nous le savons, la famille aurait plus tard migré vers la Castille ou le Portugal, ou bien l'Italie, le Maghreb. Peut-on parler de mémoire ashkénaze ou séfarade de façon pertinente dans ce cas? L'évocation du maranisme, bien qu'importée de péninsule ibérique et parfois transposée sans précaution depuis le Bordelais, devient alors une façon de combler la lacune béante
béante entre le XIVe et le XIXe siècle. Et cela s'opère d'autant mieux que la démographie juive toulousaine favorise cette mémoire séfarade. Ainsi, les récits et actes mémoriels, et c'est normal, hein, c'est leur nature, tendent-ils à fabriquer un espace le plus continu possible, en comblant les lacunes, les béances, en masquant les déchirures et les coutures, tant à destination des Juifs que de tous les Toulousains. Cela s'opère au prix d'une simplification, qui met en exergue comme une sorte de réparation la période de la Seconde Guerre mondiale. Cela nécessite une dialectique qui oppose et réunit à la fois les souvenirs et les traditions des populations ashkénazes victimes de la destruction, de la majorité séfarade, qui est comprise assez naturellement dans une Toulouse soucieuse actuellement de valoriser son côté espagnol. Le travail des érudits et des historiens universitaires peut ainsi servir de base à la reconstruction de mémoire toulousaine. Les travaux expositions au sujet des manuscrits incunables hébraïques conservés à la bibliothèque municipale peuvent ainsi exprimer une fierté patrimoniale qui permet à la fois la réappropriation d'une culture et l'expression publique d'une richesse de la culture hébraïque, qui est celle de tous les citoyens. Le discours sur les échanges entre juifs et chrétiens, sur les formes méridionales du mythe de la convivencia ibérique, le bien vivre ensemble, reste en mode mineur, car il peut s'appuyer sur une archéologie en sommeil et sur une analogie anachronique qui étend les souvenirs du Maghreb aux périodes anciennes. Mémoire en mode mineur, mal partagée avec la société toulousaine qui reste relativement indifférente à ce passé-là, à la différence des Catalans et plus largement des Espagnols, voire certaines régions d'Italie, pour lesquelles le quartier juif est devenu un enjeu patrimonial et touristique majeur. Toulouse préfère pour sa part regarder dans le souvenir du Midi de gauche et résistant, créant ainsi une geste socialement fédérative. Ainsi, la mémoire juive toulousaine me semble-t-elle de courte amplitude, tant dans la durée que dans les thèmes conservés. Du fait des ruptures historiques au sein de la communauté juive, du fait de l'oubli, du désintérêt d'une part d'une Toulouse longtemps la minorité juive inexistante, masquée ou très peu importante en nombre, c'est une mémoire reconstruite, réappropriée à partir d'un récit d'origine historique, dont les caractères de temporalité proprement historique sont beaux. Alors, faisons de l'histoire. Et sur la longue durée, à la fois source de cette mémoire, mais aussi méthode et récit profondément différents de cette mémoire, l'histoire propose les apports des dernières recherches. C'est donc ce que nous avons choisi de vous proposer. Les historiens recherchent de nouvelles sources hébraïques, en particulier dans les reliures des livres des bibliothèques européennes, à Toulouse comme ailleurs. Les découvertes récentes permettent d'aborder de nouveaux thèmes, qui ouvrent de nouvelles perspectives de relecture des textes déjà connus. Cela suscite un profond changement dans l'histoire juive et dans l'histoire des Juifs. Toulouse a été le lieu où un regard autre a été posé sur l'histoire des Juifs. Inventorions rapidement les types de sources que nous pouvons rassembler et examinons les apports possibles. Nous avons souligné que la tradition mémorielle transmettait d'abord le souvenir des violences anti-juives. L'écriture historique traditionnelle a été réinterrogée, relue à la fin de la décennie 1990, remettant en cause l'histoire lacrymale. À cette histoire de Toulouse, à ce titre, l'histoire de Toulouse a attiré l'attention des chercheurs de toute nationalité. Les effets à Toulouse de la croisade des Pastoureaux sont connus grâce à diverses chroniques. Le point de vue chrétien est exposé dans la chronique de Montpellier, la chronique de Bernard Guy, les enquêtes royales, mais Jean-Guy Passera vous en parlera. La mémoire juive est conservée dans les ouvrages des Juifs qui vécurent de nouvelles violences et expulsions au XVIe siècle, comme Samuel Bousquet dans le Consulament a Scribulation d'Israël, édité à Ferrare en 553, et le célèbre Shevet Yehuda de Salomon Ibn Berga, paru en Lille. Le thème est repris dans La Vallée des larmes de Joseph à Cohen en 1558. Une analyse serrée et érudite de ces documents a permis à Georges Passera de retracer le parcours de l'émeute, de localiser les habitants juifs et les violences, de reconstituer les faits. De son côté, David Nirenberg, aujourd'hui à l'Université de Chicago, dans son Community of Violence, a opté pour une histoire comparatiste et l'observation des structures. Il a comparé le développement de ces violences de part et d'autre des Pyrénées, proposé de distinguer plusieurs types de violences. Pour sa part, Susan Eibinder propose aujourd'hui d'examiner un ensemble de sources contemporaines des événements, des lamentations, qui ont été conservées dans la Provence et le Comtat. Et elle cherche à saisir comment ils préservent l'information historique, mais aussi comment ils interprètent les faits, en termes théologiques et polémiques. D'autre part,
face aux sources narratives et religieuses, les sources fiscales et judiciaires renseignent sur la vie des Juifs de Toulouse. Cela donnait la possibilité à Céline Ballas, qui a travaillé sur l'expulsion des Juifs de France, publié à Bruxelles en 2008, de présenter les dossiers qui permettent de se faire une idée précise de la vie des Juifs. De nouvelles sources dites de la pratique sont découvertes, et vous en aurez la primeur dans ce colloque, comme je vous l'ai dit, dans les reliures des livres. Grâce à des enquêtes extrêmement serrées, les chercheurs peuvent reconstituer une vie des Juifs quasi citoyens dans les villes médiévales. Et Judith Kogel et d'une autre manière Juliette Sibon vous en parlent. Mais c'est à Toulouse, en partie, qu'ont été initiées des recherches qui permettent aussi ce renouveau de l'histoire des Juifs. C'est à Toulouse qu'a été initiée la collection de Bernard Blumenkrantz, dont le centenaire de la naissance a été commémoré en 2013, une date qui correspond avec la commémoration des statuts de la communauté toulousaine. Et Gérard Nahon, témoin et acteur de cette période qui est pour nous l'origine des études médiévales juives en France, dans sa nouvelle version, après l'Empire Rosse, et la période de la Troisième République. C'est Gérard Nahon qui nous présentera tout cela, à la fois d'un point de vue d'acteur et d'un point de vue historiographique. Et c'est surtout à Toulouse qu'a été formé un laboratoire qui s'appelait Diaspora, Sirej, Sirejet, Diaspora. Et c'est dans ce laboratoire que de nombreux chercheurs ont été conduits à travailler sur l'histoire des Juifs et ont été formés. Et Chantal vous présentera cette grande aventure, là aussi en tant qu'historiographe et en tant qu'acteur. Vous allez donc maintenant entendre diverses communications sur l'histoire des Juifs du Midi et sur l'histoire des Juifs de Toulouse. Nous allons commencer par un de nos invités de marque, professeur à l'université d'Alicante, qui va nous parler des Juifs méridionaux et de toute cette culture des Juifs autour de l'alimentation. Ensuite, vous entendrez les deux exposés historiographiques de Gérard Nahon et de Chantal Benhamou, avant d'avoir une présentation sur les Juifs de Toulouse et demain des communications sur l'histoire des Juifs de Toulouse. Donc je vais laisser la parole à notre collègue